La pauvre serveuse a été suivie pendant 5 jours, jusqu'à l'épuisement, sans savoir que l'homme était un PDG millionnaire. Paris s'éveillait lentement, encore engourdi par la fatigue d'une nuit agitée. Les rues du 10e arrondissement s'animaient à peine, baignant dans une lumière grise que le soleil ne parvenait pas à percer entièrement. À l'angle d'une ruelle pavée, dissimulée entre une librairie vieillissante et une boutique de vêtements d'occasion, se trouvait un petit café sans prétention, le Petit Matin, où travaillait Camille Morel depuis maintenant 8 ans. Camille, 32 ans, était de celles qu'on croise sans vraiment voir. Chaque matin, elle enfilait son tablier crème, relevait ses cheveux en un chignon simple et nettoyait méthodiquement les tables avant même que le premier client n'entre. Elle connaissait les habitués par cœur, devinait leur humeur selon la façon dont ils poussèrent la porte ou demandaient leur café. Son sourire était discret, mais sincère. Elle parlait peu, sauf lorsqu'on lui adressait la parole, et gardait en elle un calme étrange forgé par des années de routine et de silence pesant. Ses journées se ressemblaient toutes. Le réveil à 6 heures du matin, le métro bondé, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, les commandes dictées à mi-voix, les pourboires modestes glissés dans une boîte métallique près de la caisse. Elle rentrait le soir les pieds endoloris, les mains encore imprégnées de l'odeur du café et des viennoiseries. Parfois, elle rêvait d'autre chose, d'une vie ailleurs, mais ses pensées s'éteignaient aussi vite qu'elles étaient devenues, étouffées par la fatigue et la réalité. Ce mardi-là ne semblait pas différent des autres. Camille avait commencé son service comme d'habitude, avec la même concentration tranquille. Vers 9 heures, un homme entra. Il était seul, vêtu d'un manteau noir élégant, les cheveux légèrement ébouriffés, et s'installa à une table dans le fond près de la fenêtre. Il ne commanda qu'un expresso et resta là, à observer les passants à travers la vitre embuée. Camille le remarqua à peine, trop occupé à jongler entre les commandes et la machine à café récalcitrante. Le lendemain, il revint. Même table, même commande, même silence. Camille, cette fois, leva les yeux un instant de plus. Il avait un visage qu'on aurait dit familier sans pouvoir dire pourquoi. Pas particulièrement beau, mais marqué, avec une expression difficile à lire. Elle servit son café sans poser de questions. Jeudi, il était encore là. Puis vendredi. Et samedi. Toujours seul. Toujours silencieux. Toujours ce regard qui semblait la suivre sans l'inquiéter franchement, mais qui commençait à l'intriguer. Il ne regardait personne d'autre. Ne consultait pas son téléphone, ne lisait pas, ne semblait pas pressé. Juste assis là, à attendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Camille tenta de l'ignorer, mais sa présence devenait impossible à ignorer. Elle surprenait son regard posé sur elle lorsqu'elle nettoyait le comptoir, lorsqu'elle riait avec Chantal, la cuisinière, ou lorsqu'elle ajustait les croissants dans la vitrine. C'était un regard attentif, presque doux, mais persistant, et cela la perturbait. Un soir, alors qu'elle fermait le café, elle s'attarda quelques secondes de plus derrière la vitre, guettant la rue vide. Il n'était plus là. Ou du moins, elle ne le voyait pas. Elle se sentit stupide. Pourquoi cette présence soudaine l'affectait-elle autant? Ce n'était qu'un client, après tout. Mais au fond d'elle, elle savait que non. Ce n'était pas un client ordinaire. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il s'installait, dans le calme de ses gestes, dans l'intensité de son regard. Elle en avait vu des centaines d'hommes entrer ici, certains charmants, d'autres pressés, d'autres distraits. Mais aucun ne l'avait fait se sentir ainsi, ni observé, ni menacé. Juste. Vu. Elle ne le connaissait pas. Il n'avait jamais engagé la conversation, jamais posé de questions. Et pourtant, en 5 jours, il avait réussi à troubler une routine que rien ni personne n'avait réussi à ébranler depuis des années. Camille monta les escaliers de son petit appartement situé à 2 rues du café. Elle retira ses chaussures, passa une main dans ses cheveux, puis s'effondra sur le canapé. Dans le silence de son salon, les images de ces 5 derniers jours tournaient en boucle dans sa tête. Ce regard, cette présence, cette étrange impression d'être soudain visible, comme si quelqu'un avait levé un voile sur elle. Elle n'était pas du genre à s'emballer ni à fantasmer. Mais là, elle sentait que quelque chose se tramait, et que, peut-être, sa vie ordinaire était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle ferma les yeux. Demain était dimanche, son seul jour de congé. Elle espérait ne pas penser à lui, mais elle savait déjà qu'il hanterait ses pensées, parce que même si elle l'ignorait encore,
Ce regard discret et constant n'avait rien de banal, et ce regard reviendrait. Le dimanche passa lentement, presque pesamment. Camille tenta de s'occuper, de lire, de nettoyer son petit appartement, de marcher un peu le long du canal Saint-Martin, là où l'air semblait moins saturé de pensées. Mais rien n'y faisait. L'image du client silencieux, installé toujours à la même table, revenait sans cesse la hanter. Il n'avait jamais prononcé un mot. Pourtant, son silence résonnait plus fort que n'importe quel discours. Il s'était imprimé en elle comme une énigme qu'elle n'avait pas demandé à résoudre, mais qui refusait de la quitter. Lundi matin, elle retourna au café. L'air était humide, l'odeur du café plus forte que d'habitude, et malgré elle, Camille guettait l'entrée. Ne pas le voir aurait été un soulagement, pensait-elle. Et pourtant, lorsqu'il franchit la porte à 9h17, une ponctualité presque dérangeante, elle sentit son cœur rater un battement. Il était là, encore. Manteau noir, écharpe grise cette fois, les yeux clairs fixés sur la même table du fond. Il ne chercha pas à croiser son regard, mais son simple déplacement à travers la salle créa une tension que Camille ressentit jusque dans ses poignets. Elle lui servit son expresso sans un mot, comme toujours. Mais ses gestes étaient différents, moins automatiques, plus mesurés. Elle évita de le regarder directement, mais son esprit restait accroché à lui. Elle savait exactement combien de temps il posait ses mains sur la tasse, à quel moment il portait la boisson à ses lèvres, comment ses doigts effleuraient la soucoupe lorsqu'il la reposait. Ce n'était pas une observation naturelle, c'était une alerte. Un déséquilibre subtil dans un quotidien réglé au millimètre. Les jours suivants suivirent ce même schéma étrange. Chaque matin, il apparaissait, seul, toujours vêtu avec une élégance discrète, jamais ostentatoire. Un manteau de laine, une chemise blanche impeccablement boutonnée, parfois une montre fine en cuir noir à son poignet. Il ne commandait rien d'autre que son café. Ne lisait pas, ne tapotait pas sur un téléphone. Il restait là, observateur muet, presque une ombre, mais pas une ombre inquiétante. Une présence qui semblait calculée, comme si son simple fait d'être là répondait à une logique qui échappait à Camille. Elle commença à en parler à Chantal, mi-sérieuse, mi-gênée. La cuisinière, une femme franche au rire grave, haussa les épaules. « Peut-être qu'il te trouve jolie, va savoir. Tu crois encore que les gens viennent ici juste pour les croissants ?» Camille rougit, mais ne répondit pas. Ce n'était pas de la flatterie qu'elle craignait. C'était ce mystère sans clé, ce comportement persistant, presque cérémonial. Si c'était un intérêt personnel, pourquoi ne pas lui parler? Pourquoi rester dans ce mutisme glacé, jour après jour? Elle tenta une fois de le surprendre, de lui poser une question banale en apportant son café. « Vous voulez un verre d'eau avec ça ?» Il leva les yeux vers elle, la fixa un instant, puis répondit d'un simple « Non, merci ». Sa voix était calme, grave, polie, rien de menaçant. Et pourtant, ce bref échange ne fit qu'épaissir le brouillard de doute qui l'entourait. Plus elle l'observait, plus elle notait des détails que ses collègues ignoraient. Il ne regardait personne d'autre. Il ne souriait jamais, sauf brièvement, en posant les yeux sur elle. Il partait toujours à la même heure, après exactement 25 minutes. Et chaque jour, il semblait attendre quelque chose. Mais quoi? Une réaction? Une question? Une erreur? Camille en arriva à inspecter son carnet de réservation, à vérifier s'il avait laissé un nom, une trace. Rien. Elle demanda à la gérante si elle le connaissait. Non, jamais vu avant cette semaine. Tu crois que c'est un inspecteur? Camille secoua la tête. Non, ce n'était pas un inspecteur, ni un critique gastronomique. Elle aurait senti une pression différente. Là, c'était autre chose. Une curiosité presque intime, inexplicable. Mercredi soir, elle rentra chez elle plus troublée encore. En se déshabillant, elle aperçut son reflet dans le miroir. Elle se regarda longuement, comme si elle-même cherchait à comprendre ce qu'il pouvait bien voir en elle. Une jeune femme aux traits tirés, aux yeux fatigués mais profonds, au sourire discret, aux mains marquées par des années de travail manuel. Rien d'extraordinaire. Rien qui méritait cette attention quotidienne. À moins que ce soit justement ça, le point, qu'il cherche ce que les autres ne voient pas. Le 5e jour, Camille arriva plus tôt au café. Elle avait mal dormi, hantée par une tension qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle nettoya frénétiquement le comptoir, aligna les tasses, ajusta les chaises. 9h17. Il entra, comme prévu. Elle ne bougea pas. Il s'installa. Et cette fois, elle le fixa,
longuement. Trop longuement. Chantal le remarqua. « Tu vas finir par lui faire peur, ma fille. » Camille ne répondit pas. Elle savait que c'était aujourd'hui ou jamais. Cette situation, ce rituel étrange, ne pouvait plus continuer sans explication. Le malaise en elle avait grandi jusqu'à l'insupportable. Il ne s'agissait plus de crainte ni de timidité. C'était une nécessité, une soif de vérité. Et elle décida, dans un élan qu'elle ne se connaissait pas, que ce jour-là serait différent, que cette routine silencieuse allait s'arrêter, que cet homme, avec son regard stable et son mystère élégant, allait devoir parler. Parce que Camille, malgré sa réserve naturelle, n'était pas née pour rester dans l'ombre, et surtout parce qu'elle sentait que ce regard posait sur elle une question silencieuse à laquelle elle seule pouvait répondre. Ce matin-là, Paris semblait suspendu. L'air était plus froid que d'habitude. Les passants marchaient vite. Les tasses s'entrechoquaient avec plus de nervosité, et Camille sentait son cœur battre à contretemps. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, obsédée par une seule idée. Aujourd'hui, elle parlerait. Peu importe ce qu'elle découvrirait, elle ne pouvait plus supporter cette attente passive. Ce client, non, cet inconnu, avait pris une place dans son esprit qui n'était plus tenable. Il ne s'agissait plus simplement d'un malaise ou d'une inquiétude. C'était une tension grandissante, une énigme qui menaçait de la consumer. À 9h17 précise, comme chaque matin, il franchit la porte. Même allure maîtrisée, même manteau sombre, cette fois sans écharpe. Ses cheveux étaient plus soigneusement peignés que les jours précédents, et ses yeux, en se posant un instant sur Camille, eurent ce même éclat presque imperceptible, une lumière à la fois distante et curieuse. Il ne dit rien, se dirigea vers la table du fond et s'installa. Comme toujours, mais aujourd'hui, Camille ne le laisserait pas repartir sans explication. Elle s'approcha, tenant la tasse d'expresso comme un soldat porterait une arme. En la déposant, elle se redressa, croisa les bras et planta ses yeux dans les siens. Il releva lentement la tête, intrigué par son attitude. « Vous me suivez » demanda-t-elle, sans détour, sans filtre, sans trembler. Un silence épais s'installa entre eux. Autour, les clients parlaient, riaient, mâchèrent leurs tartines, mais dans cette bulle où ils se faisaient face, plus rien ne semblait exister. L'homme cligna lentement des yeux, puis esquissa un sourire discret, presque bienveillant. « Non », répondit-il simplement, sa voix aussi calme que ses gestes. « Je vous observe. » Camille fronça les sourcils, le souffle court. Ce n'était pas une réponse qui apaisait. C'était une vérité étrange, dite avec une sérénité désarmante. « Pourquoi ?» lança-t-elle plus sèchement. « Vous venez ici tous les jours, vous ne parlez à personne, vous me fixez. Vous vous rendez compte de ce que ça donne ?» Il prit une légère inspiration, posa ses mains sur la table, croisées, détendues. « Je comprends que cela puisse paraître étrange, » dit-il. « Et je suis désolé si je vous ai mise mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. » Elle ne bougea pas. Elle voulait plus. Des excuses ne suffisaient pas. « Alors, quelle est votre intention ?» Il la regarda longuement, pas de façon intrusive, mais comme si chaque mot qu'il allait dire comptait. « Je m'appelle Julien, » dit-il enfin. « Julien Lemoine. » Le nom ne lui disait rien. Elle haussa les sourcils, attendant la suite. « Je ne suis pas ici pour vous perturber. Je suis ici parce que j'avais besoin de revenir, et parce que vous êtes là. » Camille le fixa, interdite. Ce n'était pas une explication, c'était une énigme de plus. Elle sentit la colère monter, pas une rage brutale, mais une exaspération face à cet homme qui, par son calme presque inhumain, refusait de lui offrir des réponses claires. « Vous vous rendez compte à quel point c'est perturbant ?» demanda-t-elle. « Vous venez ici, vous me regardez tous les jours, et maintenant vous dites que vous aviez besoin de revenir. Ce n'est pas un poème, monsieur. C'est ma vie. » Julien inclina légèrement la tête comme pour reconnaître la justesse de ses mots. « Je sais, et vous avez raison, mais il y a des choses que je ne peux pas encore dire. Pourquoi ? Parce que vous ne me croiriez pas, pas encore. » Cette phrase, dite avec une douceur inattendue, fit vaciller quelque chose en elle. Il ne semblait pas jouer, ni mentir. Son regard était limpide, presque désarmé. Et soudain, Camille ne savait plus si elle devait le repousser ou simplement s'asseoir et écouter. Elle recula d'un pas, déstabilisée, puis se détourna sans un mot. Elle retourna au comptoir, l'estomac noué, le cœur battant trop vite. Chantal, derrière, lui lança un regard interrogateur. Mais Camille fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas en parler.
Pas encore. Julien resta encore 19 minutes. Exactement. Elle le regarda partir par la fenêtre, les mains dans les poches, le pas tranquille. Il ne s'était pas justifié, pas vraiment. Mais quelque chose dans son attitude, dans sa sincérité apparente, l'empêchait de le rejeter totalement. Le reste de la journée passa dans un flou étrange. Camille servait les clients, nettoyait les tables, échangeait des banalités, mais une part d'elle restait là-bas, à cette table du fond, rejouant encore et encore la scène, ses mots, ses silences, son nom, Julien Lemoine. Elle tapa ce nom sur son téléphone, discrètement pendant sa pause. Des dizaines de résultats s'affichèrent, articles, photos, communiqués. Il était là, sur des images de gala, aux côtés de chefs célèbres, dans des interviews, des portraits économiques. CEO de la Maison Lemoine, l'un des plus grands empires gastronomiques de France. Prix internationaux, investissements colossaux, ouvertures prestigieuses. Un nom qui pesait des millions. Un homme dont la présence dans son petit café de quartier semblait aussi absurde qu'improbable. Et pourtant, c'était bien lui, l'homme silencieux, l'homme au regard insistant, le même qui avait dit « Je vous observe ». Camille referma son téléphone, abasourdi. Rien ne faisait sens. Pourquoi un homme comme lui s'asseyait-il dans un café anonyme, jour après jour, sans jamais révéler qui il était? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Mais plus encore que les questions, une autre pensée s'insinuait en elle. Ce n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Le lendemain, le café s'éveilla sous une lumière pâle et timide. Camille, pourtant habituée aux matins brumeux de Paris, sentait un poids inhabituel dans l'air. Les mots de Julien résonnaient encore dans sa tête. « Je suis ici parce que vous êtes là ». Cette déclaration, aussi poétique que mystérieuse, n'avait pas quitté son esprit. Et ce qu'elle avait découvert en ligne la veille ne faisait qu'alimenter ses doutes. Un homme comme lui, puissant, influent, aux commandes d'un empire gastronomique, n'avait aucune raison apparente de fréquenter un café modeste, ni de s'intéresser à une serveuse sans prétention. Et pourtant, il l'avait fait. Mais ce jour-là, Julien ne franchit pas la porte à 9h17, ni à 9h30, ni plus tard. Pendant toute la matinée, Camille jeta des coups d'œil discrets vers l'entrée sans jamais le voir apparaître. Une part d'elle s'en sentit soulagée, l'autre déroutée. L'attente silencieuse s'était ancrée dans sa routine à son insu, et maintenant que le vide remplaçait cette présence constante, quelque chose semblait manquer. À 12h30, alors qu'elle s'apprêtait à prendre sa pause, Camille vit une silhouette familière de l'autre côté de la rue, appuyée contre un lampadaire. Julien. Vêtu d'un manteau gris cette fois, il ne semblait pas vouloir entrer. Il l'attendait. Elle enleva son tablier, sortit sans réfléchir, traversa la rue. En s'approchant, elle remarqua qu'il tenait une enveloppe blanche à la main. « Vous n'êtes pas venu ce matin », dit-elle, d'un ton neutre, presque défensif. « Non », répondit-il doucement. « Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise après hier. » Elle le regarda, cherchant des signes d'ironie ou de jeu dans son expression. Il n'y en avait pas. « Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez, » dit-elle, sans agressivité. « Vous venez, vous observez, vous partez. Et maintenant vous attendez dehors avec une enveloppe ?» Julien lui tendit le papier sans un mot. Camille le prit, hésitante. Elle l'ouvrit sur place. À l'intérieur, une feuille à en-tête sobre, marquée du sceau discret de la Maison Lemoine. Une invitation. Elle lut rapidement. Il s'agissait d'un dîner privé, organisé par la maison elle-même, dans un lieu réservé à des partenaires très proches, des chefs étoilés, quelques critiques triées sur le volet, et en bas, en lettres manuscrites, Camille Morel, invité spécial, participation culinaire. Elle releva les yeux, sidérée. « C'est une blague ?» Julien secoua la tête. « Non, c'est une invitation réelle. J'aimerais que vous veniez cuisiner à mes côtés, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour que vous voyiez quelque chose de différent. » Elle resta figée, tenant la feuille, comme si elle risquait de brûler entre ses doigts. « Je ne suis pas chef, je ne suis pas formée, je suis serveuse. Et pourtant, vous avez quelque chose que bien des chefs ont perdu. Une manière de traiter les aliments, de comprendre les saveurs. J'ai observé, oui, mais pas par caprice. Par conviction. » Camille recula d'un pas, déstabilisée. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle n'avait jamais cherché à attirer l'attention. Elle se contentait de faire son travail du mieux possible, jour après jour. Elle n'avait pas de rêve de grandeur, ou du moins plus depuis longtemps.
Pourquoi moi? Murmura-t-elle, presque pour elle-même. Julien resta silencieux quelques secondes, puis répondit « Parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Et je crois que vous avez besoin de vous en souvenir aussi. » Elle serra la feuille contre sa poitrine, le regard encore rempli de doute. Puis, sans un mot, elle retourna dans le café. L'après-midi passa dans une brume étrange. Camille ne parla de rien à personne, pas même à Chantal. L'enveloppe restait cachée dans son sac, brûlante comme une pierre volcanique. Elle relut l'invitation plusieurs fois dans l'arrière-salle, essayant de trouver un indice, une faille, une erreur. Mais tout semblait authentique. Les noms, les signatures, les lieux. Et surtout, l'intention. Le soir, chez elle, elle s'assit à sa petite table, relut une dernière fois le mot manuscrit, puis se leva. Elle ouvrit un vieux tiroir où elle gardait un carnet jauni. À l'intérieur, des recettes griffonnées, des essais de sauce, des rêves oubliés. C'était un vestige d'un autre temps. D'un passé où elle espérait encore ouvrir un jour sa propre cuisine, où elle croyait que la passion suffisait pour changer de vie. Elle ferma les yeux, respira profondément. Julien Lemoine. Elle n'arrivait toujours pas à cerner ses véritables intentions. Mais quelque chose en lui, dans ses mots, dans son calme, éveillait une confiance qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'était pas une promesse, ni un piège. C'était une porte entr'ouverte. Et pour la première fois depuis des années, Camille se demanda si elle aurait le courage de la franchir. La pluie tombait sur Paris avec une lenteur méthodique, dessinant des nervures liquides sur les vitres de l'immeuble où Camille habitait. Dans son petit salon, elle observait l'horloge murale, hypnotisée par l'aiguille des secondes. Chaque mouvement semblait marteler la question qui l'obsédait depuis qu'elle avait accepté l'invitation de Julien. Qu'allait-elle découvrir ce soir-là? Elle avait répondu par un simple « oui », écrit au dos de la feuille, et l'avait remise à un coursier envoyé par Julien. Le geste lui avait semblé irréel, presque impulsif, comme si elle avait laissé parler une partie d'elle longtemps endormie. Le lieu indiqué sur l'invitation n'était pas un restaurant habituel. Il s'agissait d'un hôtel particulier discret, situé dans le 7e arrondissement, protégé par une haute grille noire et une façade recouverte de lierre. À son arrivée, un majordome ouvrit la porte sans poser de questions. L'intérieur était à l'image de l'homme qui l'avait convié, élégant, silencieux, sans ostentation mais d'une précision impeccable. Le parquet brillait, les murs étaient ornés d'œuvres modernes, et une odeur délicate de pain chaud flottait dans l'air. Julien l'attendait dans une salle attenante, vêtu d'une chemise sombre et d'un tablier noir. Il ne portait pas de costume, pas de montre de luxe, pas de traces de son statut de PDG. Il ressemblait à un chef comme un autre, sauf que rien chez lui n'était comme les autres. « Tu es venu », dit-il avec un sourire léger, comme s'il n'en avait jamais douté. Camille hocha simplement la tête. Elle portait un pantalon noir, une chemise blanche, les cheveux attachés. Pas par élégance, mais par pragmatisme. Elle ne savait pas ce qu'on attendait d'elle, mais elle était prête à découvrir. « Viens, je vais te montrer la cuisine. » Elle le suivit, encore sur la défensive. La cuisine s'ouvrait au fond du couloir, et lorsqu'elle y entra, elle resta un moment sans bouger. C'était une pièce impressionnante, baignée de lumière chaude, avec des équipements de dernière génération, mais aussi un charme ancien, presque familial. Il y avait déjà 2 autres chefs présents, concentrés sur leurs tâches, mais qui la saluèrent avec une discrétion respectueuse. Julien lui tendit un tablier. « Tu es ici comme invitée, mais aussi comme collaboratrice ce soir. Rien de trop compliqué. Je veux juste que tu sois là, que tu fasses ce que tu sais faire. Cuisiner. » Elle enfila le tablier, mit des gants et rejoignit le plan de travail. Il ne s'agissait pas de plats extravagants, mais de recettes classiques, retravaillées avec finesse. Une crème de topinambour, un filet de bar aux zestes d'agrumes, un dessert à base de figues confites. Julien lui demanda de s'occuper de la garniture. Elle le fit sans trembler, ses gestes retrouvant une précision qu'elle croyait perdue. Les ingrédients répondaient à ses mains, comme s'il la reconnaissait. Pendant 2 heures, elle oublia tout, les regards des autres, le poids de la différence sociale, ses doutes. Elle était dans son élément. Julien lui lançait parfois un regard approbateur, mais ne l'interrompait jamais. Il travaillait à ses côtés, concentré, humble, presque invisible, malgré sa stature. Elle comprit qu'il avait réellement voulu partager ce moment et non pas la tester ou l'impressionner. Lorsque les premiers convives arrivèrent, un maître d'hôtel les guida vers une salle à manger élégante où les plats allaient être servis à l'aveugle, sans nom, sans présentation.
une dégustation pure, libérée de l'image. Camille, restée en cuisine, entendait parfois des murmures ravis, des éclats de voix surpris. Elle ne savait pas lesquels des plats étaient les siens. Elle ne voulait pas savoir. L'expérience suffisait. Après le service, Julien l'invita à prendre un verre dans une petite pièce attenante, plus informelle. Il lui servit un vin blanc sec, sans lui demander ses préférences, comme s'il avait deviné. Camille s'installa dans un fauteuil bas, encore vêtu de son tablier. « Tu t'en es très bien sorti, dit-il, assis face à elle. « Ce n'était pas si compliqué, répondit-elle, un brin moqueuse. Je croyais que vous m'enverriez éplucher des truffes devant des critiques Michelin. Julien rit doucement. Ce n'est pas ce que je voulais te montrer. Ce que je voulais, c'est que tu retrouves ce que tu portes en toi, cette précision, ce calme. Tu ne cuisines pas pour impressionner, tu cuisines pour comprendre. Et ça, c'est rare. Camille but une gorgée de vin, le regard fixé sur un point invisible devant elle. Je ne comprends toujours pas pourquoi moi. Pourquoi maintenant? Il doit y avoir des centaines de personnes plus talentueuses, plus visibles. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je cherche. Elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois, elle y vit une faille, une blessure ancienne, discrète, mais bien réelle. Il y a quelques années, j'étais assis dans ton café. Tu ne m'as pas reconnu et c'est normal. Ce jour-là, j'avais tout perdu. Un partenariat majeur venait de s'effondrer. Mon frère m'avait trahi. Je n'avais plus envie de continuer. Et toi, sans le savoir, tu m'as regardé comme si j'étais quelqu'un. Tu m'as servi un café avec un petit mot griffonné sur la soucoupe. 3 mots. Bon courage, monsieur. Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Camille ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Elle fouilla dans sa mémoire, mais ce geste lui échappait. Elle l'avait sûrement fait sans y penser, comme elle en faisait souvent pour adoucir les journées des clients tristes, fatigués, perdus. « Je suis resté des heures à repenser à ça, » continua Julien, « à ce petit acte. Et j'ai décidé de ne pas tout abandonner. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. » Camille sentit un frisson la traverser. Elle avait marqué cet homme sans jamais le savoir. Et maintenant, il voulait lui rendre ce geste par une autre voie, plus grande, plus forte. Elle se leva lentement, posa son verre sur la table et, sans dire un mot, retourna vers la cuisine, ramassa son carnet de notes oublié sur le comptoir, puis revint vers lui. « Je n'ai pas de diplôme, pas de réseau, pas de nom, dit-elle. Mais j'ai encore des recettes à écrire. » Julien sourit, se leva lui aussi. « Alors écrivons-les. » Les jours qui suivirent le dîner prirent pour Camille une teinte différente. Tout paraissait identique en surface. Les clients habituels du café, les horaires rigides, les commandes répétitives. Pourtant, elle n'était plus tout à fait la même. Quelque chose s'était déplacé en elle. Un souvenir oublié venait d'être ravivé, non par sa propre mémoire, mais par celle d'un autre. Julien Lemoine, l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé croiser ailleurs que dans les pages d'un magazine de luxe, lui avait raconté une histoire où elle était le déclencheur, la lumière dans l'obscurité d'un moment perdu. Et pourtant, elle ne se souvenait pas de lui, pas du tout, ni de ses traits, ni de sa présence ce jour-là, encore moins de ce mot griffonné sur une soucoupe. Pour elle, cela avait probablement été un geste machinal, une attention comme elle en laissait parfois par habitude ou par tendresse silencieuse. Mais pour lui, cela avait représenté un tournant. Camille n'arrivait pas à décider si cette idée l'intimidait ou la bouleversait. Elle tenta, dans les jours qui suivirent, de retrouver dans ses souvenirs cette scène particulière, un homme accablé, seul, qui aurait été assis à cette table du fond. Peut-être qu'il portait un manteau sombre, peut-être qu'il avait commandé un café sans sucre, mais aucun visage ne revenait. Aucun moment précis ne s'imposait à elle. Elle avait sans doute effacé ce jour comme tant d'autres, écrasée par la répétition. Et pourtant, ce simple oubli était à l'origine d'un lien étrange entre elle et Julien. Il revint la voir au café, mais différemment. Il n'entrait plus comme un client. Il attendait dehors, parfois debout contre un réverbère, parfois assis sur le banc face à la vitrine. Parfois il apportait quelque chose, un panier de produits frais, un livre de cuisine rare ou simplement une note manuscrite avec un mot. Camille ne savait jamais s'il espérait qu'elle sorte pour le voir ou s'il se contentait d'être là, en retrait, patient. Elle n'allait pas toujours à sa rencontre, mais elle savait qu'il était là, et cette présence, désormais, ne la dérangeait plus. Elle la rassurait. Un après-midi, alors qu'elle fermait le café plus tôt que d'habitude, Julien l'attendait à l'angle de la rue. Il lui proposa de marcher un peu.
Camille accepta sans répondre. Ils déambulèrent dans les rues calmes du 10e arrondissement, jusqu'au canal. Le ciel était d'un gris léger, la lumière douce. « Je t'ai cherché longtemps », dit-il après un long silence. Pas avec insistance, pas tous les jours, mais je n'arrêtais pas de me demander qui tu étais. Camille hocha lentement la tête. « Je suis désolé de ne pas me souvenir. »« Tu n'as pas à l'être, » répondit-il. « Tu n'as rien fait pour qu'on se souvienne de toi. Et c'est justement ça qui m'a frappé. Tu m'as aidé sans rien attendre. Tu m'as regardé comme un être humain, pas comme un échec, pas comme un homme influent, juste comme quelqu'un. » Elle s'arrêta sur le bord du canal, les mains dans les poches. Elle sentait le vent froid sur ses joues, mais ne frissonnait pas. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu sais qui je suis. Tu sais d'où je viens. Je n'ai rien de spécial. » Julien la regarda longuement. « Tu ne viens pas de rien. Tu viens de l'invisible. Et il y a une forme de beauté là-dedans que peu de gens savent reconnaître. » Ils reprirent leur marche. Camille repensa à ses débuts dans ce quartier, lorsqu'elle avait quitté le sud de la France pour venir à Paris, pleine d'ambitions silencieuses. Elle avait trouvé ce travail par hasard, pensant que ce serait temporaire. Mais les années avaient passé. Les projets s'étaient endormis, et elle s'était peu à peu coulée dans cette vie figée, sans drame, mais sans feu. « Tu as toujours voulu cuisiner ?» demanda Julien. « Oui, » répondit-elle. « Quand j'étais enfant, je passais des heures avec ma mère dans la cuisine. Elle n'était pas une grande cuisinière, mais elle avait une façon de transformer n'importe quoi en repas de fête. Elle disait toujours que la cuisine, c'était la mémoire. Et j'ai toujours eu envie de créer mes propres souvenirs. » Julien sourit. « Et tu as arrêté ?»« Je n'ai jamais vraiment commencé. Il y a eu des choses, des choix, des renoncements. » Elle n'en dit pas plus. Julien ne posa pas de questions. Il respectait les silences avec une délicatesse rare. Il ne cherchait pas à forcer les portes. Il attendait qu'elles s'ouvrent. Avant de la quitter ce soir-là, il lui tendit un petit carnet en cuir. « C'est un carnet de mes débuts, » dit-il. « Les premières recettes, les idées folles, les échecs aussi. Je veux que tu l'aies. Peut-être qu'il réveillera quelque chose en toi. » Camille le prit entre ses mains, émue malgré elle. Elle le regarda partir, la silhouette se fondant peu à peu dans la nuit tombante. De retour chez elle, elle s'assit sur son lit, ouvrit le carnet. Les pages étaient pleines d'annotations, de dessins de plats, de mots griffonnés, de listes de produits. Elle sentit quelque chose d'ancien s'agiter en elle. Un souvenir d'elle, plus jeune, les mains pleines de farine, le cœur battant devant un four. Elle comprenait maintenant. Ce lien entre elle et Julien n'était pas né d'un hasard. C'était une boucle étrange, un échange silencieux entre deux personnes qui s'étaient croisées à un moment où elles étaient brisées. Lui avait repris son chemin, porté par un mot oublié. Elle était restée sur place, figée. Et maintenant, peut-être, était-il temps de reprendre la marche. Mais elle ignorait encore que ce chemin serait loin d'être simple. Camille ne comprenait pas tout de ce qu'elle vivait, mais elle comprenait que quelque chose avait basculé. Depuis le dîner chez Julien, les jours passaient différemment. Il ne venait plus au café comme un client régulier, ni comme un homme étrange au regard silencieux. Il était devenu une présence stable, mais subtile, un souffle à la périphérie de sa vie quotidienne. Et c'est elle, désormais, qui cherchait à se rapprocher. Pas par obligation, pas par curiosité, mais parce qu'elle avait senti pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un la voyait pour ce qu'elle était au fond, même si elle ne se voyait pas encore elle-même avec autant de clarté. Julien l'invita un jour à visiter l'un des établissements les plus prestigieux de son groupe, un restaurant étoilé situé à 2 pas de la place Vendôme. Il ne s'agissait pas d'un dîner mondain ni d'une mise en scène. Il voulait simplement lui montrer les coulisses. Le matin, très tôt, avant même l'ouverture, ils pénétrèrent ensemble dans l'immense cuisine d'acier et de marbre. Tout brillait. Chaque ustensile était à sa place, chaque ingrédient déjà pesé, trié, ordonné. Les chefs de brigade, déjà en action, les saluèrent avec respect. Camille observa tout en silence. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un lieu pareil. Tout semblait irréel. Pourtant, ce n'était pas l'opulence ni la perfection qui la troublèrent le plus. C'était l'organisation invisible, la chorégraphie des gestes, la discipline silencieuse. Julien lui présenta quelques membres de son équipe, tous impressionnants par leur calme et leur précision. Mais elle n'arrivait pas à se sentir à l'aise. Elle portait une veste de cuisine simple, donnée pour l'occasion,
et se tenait toujours un pas derrière Julien, comme si elle n'était pas légitime. Il lui fit visiter ensuite les caves, les salles de préparation, les laboratoires de dessert. Chaque espace semblait déconnecté de sa réalité à elle. Elle était émerveillée, bien sûr, mais aussi traversée par un sentiment d'étrangeté. Elle ne savait pas où elle se situait dans cet univers. Était-elle une invitée temporaire, une exception poétique, ou était-ce le début d'une place qu'elle pourrait peut-être occuper un jour? Julien la regardait sans pression, sans attente. Il répondait à ses questions, souriait à ses remarques, mais ne tentait jamais de la convaincre. Il savait que ce chemin, si elle devait le prendre, devait être le sien. Quelques jours plus tard, il l'invita à un autre événement, cette fois beaucoup plus informel. Un atelier avec de jeunes apprentis dans une école culinaire de banlieue. Là, tout était différent. Les cuisines étaient modestes, les équipements usés, les élèves bruyants et maladroits. Mais Camille s'y sentit bien immédiatement. On la regardait avec curiosité, mais sans méfiance. Elle mit la main à la pâte, montra comment émincer un oignon, comment réussir une vinaigrette avec 3 ingrédients, comment sauver une crème anglaise trop cuite. Les jeunes l'écoutaient avec attention. Julien, en retrait, observait. À la fin de la séance, un des élèves l'interpella. « Vous êtes chef, madame ?» Elle hésita un instant, puis répondit avec un sourire timide. « Pas encore. » En sortant, Julien lui glissa discrètement un mot. « Tu as plus de légitimité que tu le crois. » Ce fut dans cette atmosphère douce amère que leur relation commença à se transformer. Il n'y eut jamais de gestes déplacés, de promesses ou de confidences précipitées. Mais entre eux, quelque chose s'approfondissait. Le regard de Camille sur Julien changeait. Elle le voyait toujours comme l'homme puissant qu'il était, mais aussi comme quelqu'un qui avait connu la solitude, la chute, la fatigue. Quelqu'un qui, malgré son pouvoir, semblait chercher une vérité plus humaine. Et pourtant, plus Julien lui ouvrait les portes de son monde, plus Camille se sentait tiraillée. Elle n'avait pas grandi dans ce luxe. Elle ne connaissait pas les codes. Lorsqu'elle se retrouvait dans les réceptions qu'il fréquentait, elle se sentait comme une intruse. Les femmes autour d'elle portaient des robes coûteuses, parlaient de voyages exotiques, évoquaient des écoles prestigieuses. Camille, elle, n'osait pas toujours parler de son métier, de son café, de ses souvenirs. Elle se taisait souvent, observait, apprenait. Mais au fond d'elle, la distance se creusait. Un soir, après une réception dans un hôtel particulier, elle marcha seule jusqu'à la station de métro la plus proche, refusant la voiture que Julien lui avait proposée. En descendant les marches, elle sentit une boule dans sa gorge. Elle n'était pas triste, pas fâchée, juste perdue. Elle ne savait plus si elle pouvait marcher dans ce monde sans se trahir, mais elle y retourna. Parce que malgré le vertige, il y avait quelque chose de juste dans ce lien naissant. Julien ne cherchait pas à la changer. Il ne l'embellissait pas. Il la regardait comme elle était, brute, imparfaite mais vraie. Et elle, malgré elle, commençait à vouloir comprendre cet homme qui avait choisi de poser son regard sur une femme que personne ne regardait. Les jours passèrent. Camille, parfois, le retrouvait dans des lieux improbables. Un marché de quartier où il lui montrait des fruits oubliés, une librairie où il lui offrait un vieux livre de cuisine annoté, un toit-terrasse où ils regardèrent la ville sans parler. Tout se faisait sans pression, sans étiquette, mais derrière cette légèreté, une intimité se tissait, faite de regards retenus, de silences lourds, de gestes simples. Elle ne savait pas encore ce que cela deviendrait, ni s'il y avait un avenir possible dans cette différence de monde. Mais elle savait qu'elle n'était plus seule, et que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'invitait non pas à changer, mais à se révéler. Au début, Camille ne remarqua rien. Elle entrait et sortait du monde de Julien comme on traverse un rêve fragile, sans se rendre compte que les regards commençaient à changer autour d'elle. Lorsqu'elle participait à des réunions informelles, à des événements gastronomiques ou même à de simples repas avec les collaborateurs de la Maison Lemoine, elle sentait bien que certains échanges étaient plus froids qu'auparavant, que certains silences étaient plus denses. Mais elle pensait que c'était normal, que cette discrétion venait de la nature du cercle auquel elle n'appartenait pas encore complètement. Ce n'est que lorsqu'elle entra dans le restaurant principal de la maison un matin, pour apporter à Julien un dossier qu'il lui avait demandé, qu'elle comprit. 2 employés parlaient dans la cuisine, pensant être seuls. Elle n'entendit pas tout, seulement un fragment suffisant pour briser l'illusion. Elle est là juste parce qu'il l'a remarqué. Une serveuse. Tu crois vraiment qu'elle a quelque chose à apporter ici?
Camille s'arrêta net, le souffle coupé. Elle ne poussa pas la porte. Elle recula lentement et quitta les lieux sans un mot, les mains tremblantes. Dans la rue, le vent frais de Paris lui fouetta le visage comme pour la réveiller. Elle sentit une colère sourde, mais aussi une immense tristesse. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien usurpé. Et pourtant, elle était perçue comme un corps étranger, dans un système où tout devait être prévu, codifié, vérifié. Les jours suivants furent marqués par cette révélation. Elle repensa à chaque sourire poli, chaque poignée de main hésitante, chaque regard qui s'attardait un peu trop. Il ne la voyait pas comme une invitée légitime. Il la voyait comme une anomalie, une femme issue d'un autre monde, qu'un homme puissant avait introduite par caprice, par envie passagère. Elle n'avait pas de diplôme, pas de référence, pas de réseau. Son seul titre était celui que Julien lui offrait par sa proximité. Elle tenta de ne pas en parler, de continuer comme si de rien n'était, mais elle se surprit à refuser certaines invitations, à ne plus répondre aussi vite à ses messages. Elle commença même à se demander si elle devait continuer à s'impliquer dans ses projets culinaires. Elle qui, quelques semaines plus tôt, retrouvait le goût de rêver, se sentait maintenant réduite à un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer, celui d'une protégée sans mérite. Julien remarqua son retrait. Un soir, il l'invita à dîner chez lui, dans son appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien. Loin du luxe de ses établissements, ce lieu était simple, presque modeste. Des livres entassés sur des étagères, des plantes sur les rebords de fenêtres, une table de bois marquée par le temps. Il avait cuisiné un plat d'enfance, une ratatouille légèrement sucrée, servie avec du pain croustillant. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Puis, posant sa fourchette, Julien la regarda longuement. « Tu t'éloignes. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle fixait son assiette, le cœur lourd. « Parce que je vois ce que les autres voient, » dit-elle enfin, « et je comprends ce qu'ils murmurent. Ce qu'ils murmurent n'a pas d'importance. Pour toi, peut-être pas, mais moi, je dois vivre avec. À chaque regard, chaque parole retenue, je me demande si je suis vraiment là pour ce que je suis, ou juste parce que tu m'as choisi. » Julien inspira profondément. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint s'asseoir en face d'elle. « Tu n'as pas besoin de mon nom pour exister, ni de mon réseau. Tu as du talent, Camille. Et ce talent, tu l'avais bien avant que je ne revienne dans ce café. Alors pourquoi est-ce que tout ça dépend de toi ?» Il ne sut quoi répondre. Le silence qui suivit était lourd, mais honnête. Julien n'était pas un manipulateur. Il ne cherchait pas à contrôler. Mais la vérité était qu'il appartenait à un monde où chaque relation se lisait à travers un prisme de pouvoir, d'influence, de hiérarchie. Et Camille, par sa seule présence, dérangeait cet équilibre tacite. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait du travail, Camille trouva une lettre anonyme glissée sous sa porte. Aucune signature. Quelques lignes, d'une écriture nette, presque froide. « Ce que tu crois être un choix est un caprice. Quand il en aura assez, il passera à autre chose. Reviens à ta place. » Elle resta là, figée, le papier tremblant entre ses doigts. Elle ne savait pas qui l'avait écrite, mais elle savait ce qu'elle provoquait. Le doute, l'humiliation, la rage. Elle déchira la lettre, la jeta à la poubelle, mais les mots restaient dans sa mémoire comme une cicatrice fraîche. Elle en parla à Julien le lendemain. Il voulut connaître les détails, menaça d'enquêter, de prendre des mesures, mais Camille l'arrêta. « Tu ne peux pas protéger quelqu'un d'un monde que tu as construit. » Julien la regarda, les yeux pleins d'une douleur qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je le sais, mais parfois, ce n'est pas toi qui blesse. C'est tout ce que tu représentes. » Elle quitta l'appartement sans ajouter un mot. Et pour la première fois, elle se demanda si aimer quelqu'un signifiait toujours devoir affronter ce que l'on n'a jamais choisi. Les jours devinrent plus silencieux. Camille se replia sur elle-même, réduisant ses allées et venues dans le monde de Julien. Elle continua à travailler au café comme si rien ne s'était passé, à sourire aux clients, à polir les verres, à compter les pourboires avec une précision mécanique. Mais intérieurement, elle était ailleurs, habitée par une tempête muette que même les mots de Julien n'arrivaient plus à apaiser. Elle n'avait pas cessé de l'aimer, si tant est que ce mot s'appliquait déjà à ce qu'il vivait. Mais elle doutait de sa place dans cette équation, de sa force à affronter les murs invisibles que la société dressait autour d'eux. Un matin, alors qu'elle quittait le café plus tôt que prévu, elle marcha sans but précis. Ses pas la menèrent jusqu'au cimetière de Montmartre, un lieu qu'elle évitait depuis longtemps.
Là reposait sa mère, décédée une dizaine d'années plus tôt, emportée par une maladie rapide et brutale. Camille n'y était pas retournée depuis l'enterrement. Elle resta longtemps debout devant la pierre froide, lisant les mêmes mots gravés dans le marbre, sentant dans sa gorge remonter tout ce qu'elle croyait avoir enterré, les regrets, la colère, l'abandon. C'est là qu'une voix derrière elle la fit sursauter. « Je me doutais que tu finirais ici. » Elle se retourna lentement. Devant elle se tenait une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en queue de cheval, les traits familiers mais endurcis. Camille eut du mal à reconnaître sa propre sœur, Élise. Elle ne s'était pas vue depuis 7 ans. « Tu ne réponds plus à mes messages, alors j'ai tenté ma chance ici, » dit Élise, les bras croisés, le regard dur. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle se sentait envahie, à nu, comme si ce lieu intime n'était plus un refuge. « Je ne savais pas quoi dire, » murmura-t-elle enfin. « Tu aurais pu dire n'importe quoi, mais pas disparaître comme tu l'as fait. » Le silence retomba entre elles, lourd de souvenirs. Elles s'étaient séparées sur une dispute, un désaccord banal au départ, sur la vente de la maison familiale. Camille avait voulu tout vendre, fuir, recommencer ailleurs. Élise avait insisté pour garder le bien, y voir un symbole, un héritage. Les choses avaient dégénéré. Les mots avaient été plus violents que nécessaire. Puis plus rien. Des années d'absence. « Pourquoi maintenant ?» demanda Camille. « Parce que j'ai vu ton nom dans un article, » répondit Élise. « À propos de ce dîner, de ce chef, tu étais mentionné, et j'ai compris que quelque chose changeait. » Camille sentit une gêne naître en elle. Elle n'aimait pas cette idée qu'on puisse lire sa vie à travers les journaux. Elle n'aimait pas qu'Élise revienne à cause de cela. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle. Alors explique-moi, parce que moi je vois une fille qui a toujours fui, qui a abandonné tout ce qu'elle aimait, qui n'a jamais su affronter le passé. Et là, soudainement, elle devient quelqu'un dans un monde qui n'est pas le sien. »« Je n'ai rien demandé, » répondit Camille, les yeux sombres. « Rien. Je fais ce que je peux. Je tente juste de ne pas couler. » Élise s'adoucit un peu. « Tu as toujours été forte, même quand tu ne le voyais pas. Mais tu t'es construite en effaçant tout ce qui t'a fait. La cuisine, maman, la maison, moi. » Camille détourna les yeux. Elle savait qu'Élise avait raison, en partie. Elle avait fui non par lâcheté, mais par survie. Trop de choses lui rappelaient ce qu'elle ne voulait pas affronter. Elle n'avait jamais su gérer la douleur de la perte, ni la pression d'être celle qui restait. Elle avait préféré l'anonymat, la routine, le silence. Elles marchèrent ensemble jusqu'à un banc à l'entrée du cimetière. Là, pour la première fois depuis des années, elles parlèrent. De leur enfance, de leur mère, des dimanches autour du pot-au-feu, des disputes, des complicités oubliées. Camille sentit quelque chose se détendre en elle. Une boucle se refermait. Le soir même, elle raconta à Julien cette rencontre. Il écouta sans l'interrompre, posant seulement quelques questions. « Tu as revu ta sœur après tout ce temps. Et alors ?»« Alors, j'ai compris pourquoi j'avais peur de tout ça, de toi, de ce monde. Ce n'est pas seulement la différence, c'est que je ne me suis jamais vraiment pardonné de ce que j'ai laissé derrière moi. » Julien s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Et maintenant ? Maintenant, je veux essayer. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour moi, parce que j'ai fui trop longtemps. Et je crois que si je ne tente pas, je vais me perdre encore. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors on essaiera ensemble. » Camille se surprit à sourire. Pas un sourire de façade, pas un réflexe poli, un vrai sourire, de ceux qui naissent quand on comprend que, peut-être, on peut réconcilier ce qu'on a été avec ce qu'on veut devenir. Le vent soufflait fort ce matin-là sur Paris. Camille, les cheveux attachés à la va-vite, avançait à pas rapides dans les rues du 7e arrondissement, son carnet de recettes sous le bras, une légère nervosité dans le ventre. Elle avait accepté de se rendre à une réunion organisée par Julien, à la demande de son conseil d'administration. Elle ne savait pas exactement pourquoi il tenait à ce qu'elle soit là, seulement qu'il avait dit d'un ton ferme « Tu n'as rien à prouver, mais ils doivent te voir. » Cette phrase l'avait accompagnée toute la nuit comme une énigme. Pourquoi devait-il la voir? Lorsqu'elle arriva, la salle de réunion était déjà occupée. Une grande table de bois verni, entourée de fauteuils en cuir, était garnie de verres d'eau et de dossiers épais. Des hommes et femmes d'âge mûr, tous vêtus de noir, gris ou bleu marine, la saluèrent à peine. Ils savaient qui elle était. Ils savaient d'où elle venait.
et cela se voyait dans leurs regards. Camille sentit immédiatement qu'elle n'était pas la bienvenue. Julien entra quelques minutes plus tard, vêtu d'un costume sobre, l'attitude droite et confiante. Il prit place en bout de table, salua brièvement, puis commença à parler. Il évoqua les projets en cours, les chiffres récents, la consolidation des investissements. Il était dans son élément. Puis, au détour d'une phrase, il mentionna Camille. Et pour le projet des ateliers culinaires populaires, nous envisageons une série de collaborations avec des profils extérieurs au monde étoilé. Des talents encore invisibles, mais essentiels. Camille Morel en est l'exemple le plus pertinent. Il ne la regarda pas. Il la plaça dans son discours comme un point logique, un fait incontestable. Mais autour de la table, le silence fut plus épais. Un homme aux tempes grisonnantes, que Camille avait déjà vu lors d'un événement, prit la parole. « Julien, il est temps de poser certaines questions. Ce genre d'initiative, aussi louable soit-elle, brouille notre image. La Maison Lemoine n'a jamais été une vitrine sociale. Nous sommes une institution, et les décisions personnelles doivent rester séparées des choix stratégiques. » Julien croisa les bras, impassible. « Je ne mélange rien. Je reconnais une compétence là où elle existe. Peut-être, mais nous devons tous penser à l'image que nous renvoyons. Ce n'est pas contre mademoiselle Morel, mais elle n'a pas les codes. Elle n'a pas le parcours. Nous recevons déjà des retours sur ce sujet, des doutes, des réserves et des pertes de confiance chez certains partenaires. » Camille, assise en silence, sentit le rouge lui monter aux joues. Elle voulait parler, se défendre, mais sa voix restait bloquée. C'était comme si elle était à nouveau cette petite serveuse qu'on regardait à peine, mais cette fois devant des gens dont chaque mot pesait plus que tous les efforts qu'elle avait faits jusqu'ici. Une autre voix s'éleva, celle d'une femme à la voix tranchante. « Nous demandons simplement de la cohérence. Si votre relation personnelle vous empêche d'agir avec l'objectivité nécessaire, alors il faut faire un choix, pour l'intérêt supérieur de la maison. » Le mot « choix » résonna en Camille, comme une cloche glaciale. C'était donc cela. Il lui demandait, à lui, de choisir entre elle et tout le reste, entre l'amour discret qu'il construisait et l'empire qu'il avait bâti. Julien se tut un instant, le regard sombre, le front plissé. Il posa lentement son stylo sur la table, puis répondit d'un ton calme. « Ce que vous appelez objectivité est en réalité un conformisme social. Vous avez peur de ce que vous ne contrôlez pas. Mais moi, je n'ai pas peur. » Personne ne répondit immédiatement. Le silence fut lourd, presque douloureux. Camille ne resta pas jusqu'à la fin de la réunion. Elle se leva, s'excusa d'une voix à peine audible et quitta la salle sans se retourner. Dans l'ascenseur, elle sentit ses jambes trembler. Elle marcha pendant 1 heure dans Paris, sans but, sans direction. Puis elle prit une décision. En rentrant chez elle, elle prit son téléphone, composa un message simple. « Je ne veux pas être ton dilemme. Tu n'as pas à choisir. Je m'en vais. » Elle appuya sur « Envoyer », puis éteignit le téléphone. Les jours suivants, elle coupa tout contact. Elle cessa d'aller aux événements, refusa les appels de Julien, ignora les messages laissés chez elle. Elle retourna à sa routine de serveuse, reprit les horaires matinaux, les mêmes gestes. Mais quelque chose en elle était brisé. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Elle garda ce vide intact comme un mur nécessaire. Elle savait que Julien comprendrait. Elle savait que cette décision lui appartenait. Et pourtant, chaque nuit, elle repensait à cette salle de réunion, à ses regards, à cette injonction silencieuse à rester à sa place. Elle se demandait si, dans un monde plus juste, elle aurait pu rester. Si l'amour pouvait vraiment suffire face à tant de murs invisibles. Elle n'avait pas voulu devenir un problème. Elle voulait seulement exister autrement. Mais dans ce monde-là, cela suffisait pour déranger. Elle ne savait pas si Julien l'attendrait, ni s'il devait le faire. Mais elle savait, au fond, qu'elle avait choisi de ne pas devenir un poids, même si cela signifiait s'éloigner de ce qui lui avait enfin donné un sens. Les jours qui suivirent le départ de Camille furent pour Julien d'une rare intensité. Il continua de gérer ses obligations, de présider les réunions, d'arbitrer des décisions d'entreprise comme s'il n'avait rien perdu. En apparence, tout se poursuivait comme avant. Les chiffres restaient solides, les projets avançaient, les partenaires affichaient une confiance renouvelée. Mais ceux qui le connaissaient de plus près, ceux qui avaient l'habitude de lire ses silences entre les lignes, remarquèrent rapidement le changement. Julien n'était plus le même. Sa parole, d'ordinaire précise et assurée, devenait plus économe, plus froide. Son regard s'éteignait dans les couloirs. Il était là, mais ailleurs,
Il remplissait sa fonction comme un automate de luxe, parfaitement réglé, mais vidé de l'élan qui faisait de lui un leader hors du commun. Camille, de son côté, reprit son poste au café du 10e arrondissement. Elle ne parlait pas de Julien, ne racontait rien de ce qu'ils avaient vécu. Les collègues, surpris de son silence, respectaient sa réserve. Elle travaillait avec la même rigueur, les mêmes gestes attentifs, mais plus rien ne vibrait. Elle était revenue dans son monde d'avant, mais elle n'était plus la même, et elle le savait. Ce fut un mardi soir que tout bascula. La Maison Lemoine organisait un gala gastronomique annuel, un événement très attendu par l'élite parisienne. Politiques, investisseurs, critiques, chefs étoilés, influenceurs culinaires, tous étaient réunis dans le grand salon de l'hôtel particulier du groupe. Une scène avait été dressée pour les discours d'usage. Remerciements, annonces, projections. Lorsque vint le tour de Julien de s'exprimer, personne ne s'attendait à autre chose qu'un résumé protocolaire. Il monta sur scène dans un silence religieux, vêtu de noir, sans accessoires. Son regard parcourut la foule comme s'il cherchait quelqu'un, puis il prit la parole. « Ce soir, je devrais vous parler de croissance, d'objectifs, de perspectives. Je devrais vous rassurer, vous confirmer que la Maison Lemoine est stable, florissante, bien dirigée. Et c'est vrai, mais ce n'est pas ce que je veux dire. » Un murmure parcourut la salle. Certains se redressèrent. Julien continua, posément. « Il y a quelques semaines, une femme est entrée dans ma vie sans rien demander. Elle ne cherchait pas à être vue ni reconnue. Elle faisait son travail simplement. Elle avait des mains de serveuse, un regard discret et une mémoire remplie d'odeurs, de goûts, de gestes oubliés. Elle ne connaissait pas notre monde. Et pourtant, elle m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. » Les murmures se turent. On n'entendait plus que sa voix. Nous avons fait d'elle une étrangère, parce qu'elle ne portait pas nos codes, parce qu'elle ne parlait pas notre langue de pouvoir. Certains d'entre vous ont insinué qu'elle n'avait pas sa place, qu'elle était un caprice, une distraction. Vous avez chuchoté, écrit des lettres, imposé des choix. Et moi, je me suis tu. Il s'arrêta, son regard devenant plus intense. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus, parce que ce qu'elle m'a offert, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une leçon d'humanité. Elle m'a rappelé qu'avant les chiffres, il y a des visages, que derrière les recettes, il y a des souvenirs. Et que sans cela, ce que nous construisons n'est qu'une coquille vide. Il descendit lentement de la scène. Le silence était absolu. Puis, très lentement, quelques applaudissements commencèrent, timides, sincères. Ils se propagèrent jusqu'à remplir toute la salle. Mais Julien ne souriait pas. Il sortit sans saluer personne, traversa le hall, monta dans une voiture et demanda à son chauffeur de rouler sans destination précise. Ce discours, filmé par plusieurs invités, fut diffusé sur les réseaux dès le lendemain. En quelques heures, il devint viral. Les mots de Julien touchèrent bien au-delà du cercle gastronomique. On y vit un acte de courage, une dénonciation subtile du snobisme ambiant, un plaidoyer pour l'humain dans un monde dominé par l'image. Les commentaires affluaient par milliers. Certains l'admiraient, d'autres le critiquaient, mais tous écoutaient. Camille vit la vidéo sur la petite télévision accrochée au mur du café, entre deux commandes de croissants. Elle resta figée. Ce n'était pas le contenu du discours qui la bouleversait. C'était le ton. Il n'avait cité aucun nom, mais chaque mot la visait, la reconnaissait, la replaçait au centre sans la trahir. Il avait choisi, non pas elle, mais ce qu'elle représentait, ce qu'ils avaient partagé. Il avait choisi de se mettre en danger, publiquement, sans garantie de retour. Elle rentra chez elle ce soir-là sans parler à personne. Elle resta des heures à fixer le plafond, repassant les mots dans sa tête. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait même pas ce qu'elle ressentait. Elle était touchée, oui, mais aussi effrayée. Ce geste n'était pas un appel, c'était une déclaration. Et elle, qu'allait-elle répondre à cela? Le lendemain du discours, Paris sembla plus calme que d'habitude pour Camille. Le ciel, d'un gris presque bleuté, recouvrait les toits d'une douceur inattendue. Elle se réveilla avant l'aube, sans alarme, sans tension. Quelque chose en elle s'était déplacé pendant la nuit. Ce n'était pas une certitude, ni une réponse limpide, mais un élan nouveau, une intuition douce. Elle se leva, enfila ses vêtements de travail comme elle l'avait fait pendant des années, mais au lieu de prendre le métro, elle choisit de marcher. Les rues du 10e arrondissement étaient encore vides lorsqu'elle arriva devant le café. L'enseigne Le Petit Matin pendait légèrement au-dessus de la vitrine
comme un clin d'œil au passé. Les volets étaient fermés, mais Camille savait comment forcer la serrure, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Pourtant, elle ne sortit pas sa clé. Elle ne poussa pas la porte. Elle resta là, à quelques pas, regardant la façade. Puis, elle le vit. Julien était assis sur le banc de bois juste en face du café. Pas vêtu d'un costume, pas escorté, pas maquillé par une quelconque image publique. Il portait un manteau simple, les cheveux décoiffés, les mains jointes entre les genoux. Il n'avait pas l'air d'attendre, mais simplement d'être là, comme une évidence. Leurs regards se croisèrent. Il ne bougea pas. Elle non plus. Camille avança, lentement, et s'assit à côté de lui sans dire un mot. Le banc grinça sous leur poids. Un camion de livraison passa au loin, brisant le silence. Ils restèrent quelques instants immobiles, côte à côte, comme deux inconnus qui partagent un espace sans se déranger. « Tu es venu » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. « Je ne savais pas si tu viendrais » répondit Julien. « Mais je devais être là, juste au cas où. » Elle hocha doucement la tête. Les mots ne venaient pas facilement, mais il n'y avait rien à forcer. « J'ai vu ton discours » murmura-t-elle. Il la regarda mais ne dit rien. « Tu ne m'as pas appelé, pas envoyé de message. Parce que je ne voulais pas t'imposer un choix. Je voulais que ce soit le tien. » Un silence suivit. Camille croisa les bras, puis les décroisa. « Tu sais, je t'en ai voulu. Pas pour ce que tu as dit, mais parce que tu es restée forte alors que moi je me sentais minuscule. Tu tenais debout dans un monde que moi je ne comprenais pas. Je n'étais pas aussi fort que tu le crois. » Elle le regarda, enfin, vraiment. Son visage portait des traces de fatigue, de doute. Il n'était pas l'homme invincible que les magazines aimaient peindre. Il était vulnérable, humain. « Je ne veux pas d'un monde où je dois me cacher pour que tu puisses rester debout, » dit-elle. « Mais je ne veux pas non plus que tu tombes à cause de moi. » Julien prit une inspiration lente. « Alors construisons un espace où personne ne tombe, où personne ne doit choisir entre sa dignité et son cœur. » Camille baissa les yeux, touchée. « Tu crois que ça existe ? » Pas encore. Mais si on ne l'imagine pas, personne ne le fera. Ils restèrent là encore un moment, les épaules presque se touchant. Elle sentit que ce n'était pas une reprise, ce n'était pas un retour à avant. Il n'y aurait plus d'avant. Il y aurait autre chose. Quelque chose de nouveau. Ni chef, ni serveuse. Ni pouvoir, ni soumission. Juste deux personnes qui avaient vu l'autre, là où personne ne regardait. Julien sortit de sa poche un petit sachet en papier Kraft. Il le lui tendit sans un mot. Camille l'ouvrit. À l'intérieur, une madeleine. Maison. Encore tiède. « Tu t'es mis à faire des pâtisseries maintenant » demanda-t-elle, un sourire en coin. « Pour toi, j'apprends vite » répondit-il. Ils rirent. Pas fort, mais sincèrement. Ce rire avait le goût des retrouvailles, des promesses muettes, des possibles. Camille se leva, regarda une dernière fois le café encore fermé, puis fixa Julien. « On ne rouvre pas cette porte, dit-elle, mais on en ouvre une autre. »« Je te suis, » répondit-il. Ils partirent ensemble, sans plan, sans contrat, sans date, mais avec cette certitude étrange que cette fois, ils marchaient côte à côte. Non pour se fuir, ni pour se sauver, mais pour se rejoindre. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette matinée devant le café. Paris avait changé de saison. Les feuilles d'automne, brûlantes de rouge et d'or, tapissaient désormais les trottoirs, et l'air portait cette fraîcheur mordante qui annonce l'arrivée de l'hiver. Camille, elle aussi, avait changé. Non pas de manière spectaculaire, mais profondément, lentement, comme une pâte levée longtemps, transformée de l'intérieur. Elle ne travaillait plus au petit matin. Elle n'y passait même plus. Ce chapitre était clos, non par amertume, mais par reconnaissance. Il avait été l'endroit de la survie. Elle vivait désormais dans un espace de création. Julien et elle n'avaient jamais fait d'annonce officielle, jamais parlé de leur relation aux médias, ni cherché à se rendre visibles. Ils avaient simplement continué, ensemble, non comme un couple jeté sous les projecteurs, mais comme deux artisans construisant une œuvre patiente, pièce par pièce. C'est dans une rue discrète du 11e arrondissement qu'ils avaient trouvé un petit local, anciennement une boutique de fleurs. L'endroit était étroit, avec une façade fatiguée et un plancher grinçant. Mais Camille était tombée amoureuse de ses défauts. Julien avait hésité. Il aurait pu lui offrir un lieu plus grand, plus moderne. Mais elle avait été claire. Elle ne voulait pas d'un miroir de son monde à lui. Elle voulait quelque chose de simple, brut, à son image.
Ils l'avaient rénové ensemble. Elle choisissait les carreaux, il ponçait les étagères. Elle dessinait les plans, il discutait avec les fournisseurs. Le nom était venu naturellement, la soupe invisible, une référence à tout ce qu'on ne voit pas, à tout ce qu'on oublie, mais qui nourrit quand même. Le bistrot n'avait que 8 tables, pas de carte imprimée. Le menu changeait chaque jour, en fonction du marché, de l'humeur, des souvenirs. Camille cuisinait, Julien parfois servait, mais le plus souvent, il s'asseyait dans un coin discret et regardait. Le bouche à oreille fit rapidement son travail. Des voisins, des artistes, des jeunes chefs, puis des journalistes discrets commencèrent à parler de ce lieu atypique. Pas une adresse branchée, pas une tendance, une expérience, une voix nouvelle dans une ville saturée de bruit. Un soir d'hiver, après le départ du dernier client, Camille nettoyait le plan de travail. Julien la regardait, adossée au mur, les bras croisés, un demi-sourire au coin des lèvres. « Tu sais ce qu'ils disent de toi maintenant ?» demanda-t-il. « Que je suis une erreur de casting » répondit-elle en riant. « Non, que tu es une voie à suivre. » Elle s'arrêta, leva les yeux vers lui. « Tu sais que je n'ai jamais voulu qu'on me suive, juste qu'on me laisse exister. Et maintenant que tu existes, je veux créer, pas des empires, des mémoires. » Julien s'approcha, posa une main sur sa nuque, l'autre sur la sienne. « Tu as tout changé. »« Non, dit-elle. J'ai juste enfin choisi. » Ils s'embrassèrent doucement, sans spectacle, comme deux personnes qui savent ce qu'elles ont traversé pour être là, dans cette cuisine minuscule, après des mois de doute, de rupture, de retour. Le lendemain, Camille arriva plus tôt que d'habitude. Elle prépara une soupe de lentilles au citron confit, une recette de sa mère qu'elle n'avait pas osé refaire depuis des années. Elle écrivit sur l'ardoise « Souvenir de dimanche ». Elle plaça les serviettes avec soin, alluma une bougie sur chaque table. Puis, juste avant d'ouvrir, elle sortit sur le trottoir, inspira profondément et sourit. Julien la rejoignit, un café fumant à la main. Ils restèrent un moment à regarder les passants, la ville, les nuages qui s'étiraient doucement au-dessus des toits. « Tu te souviens de la première chose que je t'ai dite ?» demanda-t-elle. « Oui. Vous me suivez ? Et tu m'as répondu que tu m'observais. » C'était vrai. « C'est maintenant ?» Julien la regarda, la voix posée. « Maintenant, je marche avec toi. » Ils retournèrent à l'intérieur. La cloche de la porte tinta. Le premier client entra. Une femme d'un certain âge, le regard doux, les mains abîmées. Camille l'accueillit avec un sourire tranquille. « Installez-vous où vous voulez. Aujourd'hui, tout est simple. Mais chaque plat a une histoire. » Et c'était vrai. Rien n'était grandiose, mais tout avait un sens. Parce que cette histoire n'était pas celle d'un miracle ou d'un conte de fées. C'était celle de deux solitudes qui s'étaient reconnues, de deux vies qui s'étaient frôlées jusqu'à se tenir, et de ce bistrot qui, chaque jour, racontait l'improbable réalité de ce que peut devenir une question posée avec courage. « Vous me suivez ?» Et la réponse, désormais, était un murmure stable, sincère, quotidien, pour toujours.